Donc la terraformation, en fait, ça comprend plusieurs idées, plusieurs concepts. Alors c'est parti, essayons, commençons notre processus de terraformation. Votre salive va bouillir, votre sang va vouloir aussi bouillir. Avoir une atmosphère, quelle qu'elle soit, peut-être de CO2, c'est peut-être le plus facile, je sais pas. Si on arrivait à augmenter la pression de l'atmosphère, un masque à oxygène, et hop, là ce serait facile. Elon Musk, par exemple, se balade souvent avec un t-shirt marqué Nuke Mars. Ouais. Voilà, Ça veut dire envoyer des bombes nucléaires. nucléaire. Dans les calottes polaires, hop, on détourne les comètes, puis on bombarde Mars. Tout ça est décrit dans des articles. Hein. Alors on revient sur Mars, on se dit, mais où est-ce qu'on peut trouver du gaz, quoi? Sur l'éthique de tout ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un classique de la science-fiction, de Total Recall, le jeu vidéo Doom, en passant par la trilogie de romans Spin. Les humains rêvent de faire de Mars une nouvelle Terre, une Terre habitable où il ferait plus ou moins bon vivre. C'est ce qu'on appelle la terraformation, la transformation en Terre. Et vous, François Forget, vous êtes un spécialiste de ce sujet. Vous avez travaillé sur de nombreuses missions martiennes. En plus, c'était Mars Global Surveyor. Oui, je n'ai pas directement travaillé dessus, mais j'ai beaucoup utilisé les données. Ok, n'hésitez pas à me corriger hein, si je me trompe. J'ai travaillé sur plein de missions directement. Vous Voilà, inquiétez pas. Mars Pathfinder, Pathfinder, j'étais jeune un petit peu. Mars Express. Ah oui, ça c'est Mars mon... Express, beaucoup travaillé sur Mars Express. vous êtes un spécialiste de la planète rouge. Mhm. Je rappelle la sortie du livre auquel vous avez collaboré, le grand livre de l'exobiologie, c'est chez Belin Éducation. Pourquoi est-ce que les humains se passionnent ainsi pour Mars? Parmi tous les objets du système solaire, et dans le système solaire, il y a plein d'endroits magnifiques, hein, plein de mondes extraordinaires. Mais Mars, c'est un petit peu particulier parce que c'est de loin le monde qui ressemble le plus à la Terre. Alors c'est une petite Terre, hein, c'est 2 fois plus petit en diamètre. Mais bon, c'est grand quand même. Il y a autant de surface sur Mars que sur tous les continents de la Terre. Et par contre, même si c'est une petite planète avec une atmosphère fine, la durée du jour, c'est 24h40 minutes. L'inclinaison de l'axe de rotation qui régit les saisons, c'est comme sur Terre. Ça ressemble beaucoup, c'est comme un désert, quoi. Un désert, petite terre glacée. Et donc, quand on étudie Mars, on apprend beaucoup sur la Terre, c'est un peu comme 2 sœurs. Et c'est le cas aujourd'hui, mais alors c'était encore plus le cas dans la jeunesse des planètes. Toutes les planètes ont 4,5 milliards d'années. Et pendant le premier milliard d'années, sur Terre, il y avait des océans, la vie est apparue. Et bien, sur Mars, il y avait aussi de l'eau liquide, des lacs, des rivières. Et on se demande si la vie est apparue. Ça lui donne un intérêt fantastique. C'est le seul endroit où vraiment on se dit c'était comme la Terre, quoi. Et puis enfin, il faut ajouter que, à part la Lune, c'est le seul endroit en gros où on peut envisager, et on envisage, d'envoyer des astronautes. Parce que c'est pas très loin, et puis voilà, il y a une surface, il y a une atmosphère. Et donc, ça lui donne toutes ces caractéristiques, lui donnent un intérêt particulier. Et on l'étudie depuis longtemps. C'est pas très loin. Hein. Vénus, c'est pas très loin non plus. Mais Vénus, c'est une énorme atmosphère, il fait 450 degrés à la surface, on peut pas y aller. C'est beaucoup plus compliqué. Mars, c'est déjà abordable. Tristan Weil, vous êtes journaliste scientifique au Figaro, chef de service sciences au Figaro. À votre avis, pourquoi cette obsession pour la planète rouge? Il y a plein de raisons, mais je pense que déjà historiquement, c'est une planète qui apparaissait orangée dans le ciel. Donc même pour les anciens, ils l'ont appelé Mars, voilà, en référence au dieu de la guerre, pour son côté rouge, le côté sanguin. Donc il y a aussi ça travaille dans l'imaginaire collectif. Plus récemment, il y a d'autres choses. Quand on a commencé à braquer les télescopes, elle est assez proche, comme le disait François, il n'y a pas d'atmosphère épaisse, donc on voit sa surface, et on croyait discerner dessus des canaux, ce qui ressemblait à des ridules, et qu'on a pris pour des canaux. Donc on a cru pendant longtemps que... La question n'est pas tant de savoir s'il y avait de la vie sur Mars ou non, mais de savoir à quoi elle ressemblait, s'il y avait une vie intelligente, j'exagère à peine. On est revenu de ça petit à petit, on se demande plein de choses, mais voilà, je pense que c'est tout ça qui fait de Mars une planète, c'est la plus accessible, quoi, et on peut se poser à sa surface, et du coup, voilà, faire une base sur Mars, ça paraît envisageable. Aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup perçu, en tout cas dans certains discours, comme une terre de conquête. On pense évidemment à Elon Musk, mais pas seulement. On va se demander aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment possible de faire de Mars notre nouvelle Terre? Mais juste avant, François Forget, est-ce que vous savez d'où vient cette idée? On a une Terre déjà, il y a pas mal de place, elle est très agréable. Pourquoi est-ce que certains, d'après vous, ont envie d'aller ailleurs? Il y a 2 réponses. La première réponse, et elle s'adapte bien pour l'exploration qu'on fait aujourd'hui des autres planètes, et en particulier Mars, c'est l'exploration robotique. Et là, c'est de l'exploration scientifique. C'est vraiment naturel, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de la même manière qu'on envoie des sous-marins dans l'océan,
qu'on essaye d'explorer l'Antarctique ou je ne sais pas, de comprendre comment les choses fonctionnent, eh bien, en allant explorer le système solaire et notamment Mars, on apprend énormément sur la physique des mondes, donc sur notre propre planète, et il y a quelque chose de vraiment logique d'explorer scientifiquement, de faire de la pure recherche scientifique. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, il y a un autre aspect qui concerne l'exploration humaine. Je crois qu'il faut être lucide, la science ne justifie pas tout. Moi, j'ai du mal, hein, même si je suis très passionné par Mars, d'expliquer à un cancérologue ou même un physicien, lui dire guérir le cancer, c'est intéressant, mais moi, j'ai besoin de 500 milliards d'euros pour essayer de comprendre les cailloux sur Mars. C'est pas évident. Et là, on touche à des choses qui sont très humaines. Le désir d'explorer, qui peut être profond, la raison pour laquelle des gens se passionnent par l'alpinisme. Lionel Terré, moi j'aime beaucoup l'alpinisme, un alpiniste français des années 50 avait écrit un livre qui s'appelle Les Conquérants de l'inutile. Il assumait complètement le fait que ces aventures fantastiques que certains vivent, certains lisent, on suit les aventures des alpinistes, eh bien ça a fait rêver. Alors l'exploration du système solaire, là on est en une autre dimension. L'idée que des hommes vont pouvoir voyager, c'est la suite de toutes ces explorations qu'ont toujours fait rêver nos ancêtres, l'exploration des continents, l'exploration des pôles, et puis maintenant l'exploration des autres planètes. Alors c'est sujet à débat, hein. J'ai plein de collègues qui trouvent ça absurde. Non, si on utilise tout cet argent, toutes ces ressources, la finance, mais aussi la pollution que ça peut créer, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Vaut mieux envoyer plus de robots, etc. Mais en fait, c'est pas si simple. La vérité, c'est que chez de nombreuses personnes, pas tout le monde, mais il y a un désir d'explorer et on est content, beaucoup vont être favorables à l'idée qu'une partie de leurs impôts, tout simplement, c'est quelques centimes, hein, c'est quelques euros par an, vont passer dans un projet comme ça. On pourrait faire un sondage. Parmi les auditeurs, les téléspectateurs, certains diront « mais c'est complètement débile, moi je trouve ça débile, il faut sauver la Terre d'abord, il y a la pauvreté, la pollution ». Et évidemment qu'on est d'accord. Mais pour une toute petite fraction de tout ce qu'il faut mettre pour sauver la Terre, on peut aussi faire cette aventure-là. Et chez certains, j'en suis sûr, il y en a qui se disent « mais oui, moi ça m'émeut profondément, je trouve que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'envoyer certains d'entre nous aller vivre cette aventure ultime, aller sur Mars, aller ailleurs dans le système solaire ». Où vous placez-vous? Vous nous le direz en commentaire sous la vidéo YouTube. Où vous placez-vous? Deuxième catégorie, je pense que c'est très important, ne serait-ce que pour les jeunes générations. On a vu avec la conquête spatiale, ça a forgé l'imaginaire de tas et de tas de scientifiques, de gens qui ensuite ont fait avancer la science, etc. Ça donne ce goût, cette curiosité qui est quand même à la source pour moi de la science, c'est quand même la curiosité. Je trouve que ce serait dommage de s'interdire ça. Et puis enfin, il y a cet intérêt très particulier qui est mis en avant par Elon Musk. Et il s'inquiète, lui, que l'homme, s'il reste une espèce sur une seule planète, à terme, notre civilisation peut être en danger si, je sais pas, une météorite ou une apocalypse arrive. Il voudrait que l'humanité soit une civilisation multiplanète, comme ça, on est sûr de rester. Bon alors, moi, je pense qu'il n'y a pas urgence à devenir une espèce multiplanète, mais lui, c'est sa motivation profonde. Alors faisons un peu de prospective. Partons à la conquête de Mars et imaginons qu'on en fasse une nouvelle Terre d'accueil. Déjà, quels sont les atouts de Mars dans cette perspective? Si on va sur Mars aujourd'hui, je l'ai dit, Mars, une petite planète désertique qui ressemble beaucoup à la Terre. Si vous voyez une photo de la surface, c'est un désert, on s'attend à voir passer un dromadaire au fond du décor. Et puis, si vous y allez l'après-midi, sous les tropiques ou à l'altitude même de Paris, l'après-midi, il va faire plus 20 degrés, la surface va être à plus 20 degrés. Par contre, la nuit suivante, c'est un climat ultra-continental, ultra-désertique. La nuit suivante, il va faire moins 80, moins 90. Bon, il faut une bonne doudoune. Mais en fait, non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la pression de l'atmosphère est tellement faible que vous avez besoin de mettre un scaphandre, comme sur la Lune. Sinon, même en mettant une grosse doudoune et un masque à oxygène, en fait, vous allez tomber dans les pommes et puis votre salive va bouillir parce que le point d'ébullition, même au fond des plaines de Mars, il est à 2 degrés, quoi. Donc votre salive va bouillir, votre sang va vouloir aussi bouillir. Je ne vous recommande pas. On doit mettre un scaphandre. On a la scène de Total Recall en tête quand il casse son scaphandre. En réalité, en fait, si on vous met sur Mars comme ça du jour au lendemain, instantanément, ce qui va vous arriver tout de suite, c'est une syncope
anoxique faute d'oxygène. En plus, c'est une fine atmosphère de CO2, on ne peut même pas essayer de la respirer. Donc ça, en fait, on m'a demandé les atouts de Mars, je réponds l'inconvénient de Mars. Donc il n'y en a pas tant que ça. Si, parce que c'est ce désert avec cette durée du jour de 24 heures 40 minutes, quelque chose qui est extrêmement ressemble à la Terre, sauf pour ce problème de pression d'atmosphère et puis un petit peu de température. Pour le reste, ce désert fait qu'on a accès à beaucoup de matériaux, comme sur Terre. On pourrait construire des choses avec facilité. Et en particulier, je dois ajouter que quand on regarde une image de Mars, on voit essentiellement une surface ocre, qui est du sable ou des roches. Dans les régions polaires, on voit parfois une couche de neige à la surface. Je dois dire que l'essentiel du temps, c'est une couche de glace carbonique, c'est la neige carbonique, comme on a dans certains extincteurs. Alors au pôle même, il y a quand même de la glace d'eau, mais en réalité, quelque chose qui n'est pas toujours bien connu, c'est que Mars, en fait, est une planète complètement couverte d'eau. Et en fait, jusqu'à 30 degrés de latitude, jusque sous les tropiques, sous quelques centimètres de sable, vous avez de la glace d'eau presque pure. Si on balayait un bon coup la surface de Mars, elle serait blanche, couverte, et on a de la glace d'eau un peu partout accessible. Et donc c'est un autre atout pour la future exploration. On est bien conscient que, à condition de ne pas mettre les astronautes exactement à l'équateur, il suffit d'aller à 30, 40 degrés de latitude, non, latitude des tropiques ou jusqu'à la France, on creuse un peu, on trouve de la glace d'eau. Très froide, dure à exploiter, mais en abondance. Donc ça, c'est un autre atout pour l'exploration humaine à venir. Une atmosphère de CO2 dont on peut extraire quand même de l'oxygène. CO2, il y a O2, donc on peut se débrouiller pour en extraire de l'oxygène. De l'eau, dont on peut aussi extraire de l'oxygène, puis surtout de l'eau, H2O, à boire. Et on sait s'il y a d'autres ressources naturelles ? Alors, il n'y a pas d'hydrocarbures, vraiment pas. Et je réponds d'autant plus que sur d'autres mondes du système solaire, par exemple, il y a une lune de Saturne qui s'appelle Titan. Et elle est complètement couverte d'hydrocarbures. Il y a des lacs, des océans de méthane presque, des mers de méthane. Ça, c'est couvert d'hydrocarbures. Mars, au contraire, est beaucoup plus, alors c'est un peu scientifique, un peu chimique, c'est beaucoup plus oxydé. Et tout ce qui concerne le carbone est sous forme en gros de CO2, dioxyde de carbone. Il y a quelques pourcents d'oxyde de fer, d'un peu tout le sable et les poussières, on le sait. Donc pour le reste, on a accès, c'est beaucoup des roches basaltiques, mais en cherchant un peu, on peut trouver toutes sortes de roches un peu analogues à celles qu'on trouve sur Terre, des argiles, ça peut être utile, pas seulement pour faire de la poterie, mais pour faire des constructions. Et en cherchant très très bien, mais c'est difficile, on trouve des roches calcaires qui ont aussi des avantages parce que dans le calcaire, il y a aussi du carbone. Alors c'est parti, essayons, commençons notre processus de terraformation, puisque vous venez de lister quand même pas mal d'atouts intéressants. Essayons de transformer Mars en nouvelle Terre. Par quoi on commence? J'ai envie de spoiler un petit point quand même. C'est que personnellement, et on y reviendra, je suis sûr, à la fin, je trouve ça absurde de terraformer Mars. Maintenant que j'ai dit ça, je vais vous parler un petit peu des réflexions qu'il y a eu. Parce qu'il y a quand même eu quelques travaux, mais moins qu'on pense. Jusqu'à relativement récemment, il n'y avait presque pas de travaux scientifiques, excepté un excellent article scientifique qui vraiment visite le problème, qui a été écrit en 1991 par des collègues que j'aime beaucoup, qui s'appellent Chris Mackay, Brian Toom et Jim Casting, des Américains, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je vous ai dit tout à l'heure que sur Mars, la pression est extrêmement faible, que c'était un inconvénient pour les humains, parce qu'ils devaient mettre un scaphandre. Mais ça a un autre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir d'eau liquide. En fait, quand la pression est aussi basse, si vous mettez un verre d'eau ou un morceau de glace sur Mars et vous le mettez au soleil et vous commencez à le chauffer, en fait, avant même qu'il puisse passer à l'état liquide, et par exemple être utile pour arroser des plantes, en exagérant, eh bien tout va se sublimer, tout va passer à l'état de vapeur. Il est physiquement impossible d'avoir de l'eau liquide sur la planète Mars. Directement soit l'état de glace, soit l'état de vapeur, voilà. C'est ça? Alors que, je vous l'ai dit, toute une partie de Mars l'après-midi est au-dessus de 0 degré, il fait jusqu'à 20 degrés. S'il y avait de l'eau, elle fondrait, mais elle s'évapore avant, elle se sublime, elle passe à l'état gazeux avant. Et donc ça, c'est un problème que l'on veut résoudre si on veut faire croître des plantes ou quelque chose. Donc la terraformation, en fait, ça comprend plusieurs idées, plusieurs concepts. Le premier, ça va être d'essayer d'augmenter la pression de l'atmosphère afin que l'on n'ait plus à avoir un scaphandre. Mettre un scaphandre, c'est extrêmement compliqué. Pour vous donner un exemple, sur la Station Spatiale Internationale, quand on voit Thomas Pesquet qui sort en sortie extravéhiculaire en scaphandre pour réparer la station, il doit d'abord, pendant plusieurs heures, respirer de l'oxygène pur pour éviter les accidents de décompression, etc. C'est très compliqué. Donc,
tout changerait si on arrivait, pour les astronautes, pour les futurs habitants de Mars, si on arrivait à augmenter la pression de l'atmosphère, quelle que soit sa composition, jusqu'à ce que l'on puisse mettre une doudoune s'il fait froid, un masque à oxygène, et hop, là ce serait facile. Donc ça, c'est une première idée. Terraformation, c'est augmenter la pression. La deuxième idée, c'est se focaliser sur l'objectif de faire pousser des plantes. Donc, il y a des idées pour ça, je peux détailler, où on va essayer de chauffer très fort, et il y aura beaucoup de vapeur d'eau, et en s'y prenant bien, des bactéries, puis des plantes pourront pousser. Et puis, le troisième concept, qui est finalement celui auquel on pense le plus vite, ce serait d'arriver à être tellement fort qu'on pourrait transformer l'atmosphère jusqu'à la rendre quasiment respirable pour les humains. Et ça, c'est extrêmement difficile. Comment on fait, moi je suis curieux, comment on fait pour justement pour avoir déjà le premier point, avoir une atmosphère quelle qu'elle soit, peut-être de CO2, c'est peut-être le plus facile, je ne sais pas. Alors si on reprend les premiers travaux, et qui sont restés très populaires dans les films, dans les jeux, ça vient de ces travaux des années 90. Alors l'idée à l'époque, on pensait que si on allait sur Mars et qu'on chauffait un peu l'atmosphère, on chauffait notamment les pôles, et on pensait que là-dedans, il y avait de la glace carbonique, du gaz carbonique gelé. Et on se dit, il suffit de chauffer ça, le CO2, le gaz carbonique va se sublimer, va passer à l'état vapeur de gaz, et va tout d'un coup augmenter l'épaisseur de l'atmosphère, ça va renforcer l'effet de serre, et tout va s'emballer. Et ça, c'était la théorie donc, de McKay et Toon dans les années 90. Et à l'époque, on ne connaissait pas trop bien Mars, toutes les connaissances venaient des missions des années 70, comme la mission Viking, et on se trompait là-dessus. Finalement, depuis 30 ans maintenant, on a exploré Mars de manière beaucoup plus systématique. On s'est rendu compte qu'il y avait un tout petit peu de glace carbonique piégée au pôle, mais pas beaucoup. De quoi, en gros, doubler la pression. Mais ça ne change rien par rapport à l'histoire que je racontais. Et donc, toute cette idée de chauffer les pôles, peut-être certains de vous en ont déjà entendu parler, mettre des miroirs pour chauffer les pôles. Elon Musk, par exemple, se balade souvent avec un t-shirt marqué Nuke Mars. Voilà, ça veut il dire voulait envoyer des bombes nucléaires. Nucléaire. Et lui, à quoi il pense quand il marque ça? Quand il dit ça, il dit il faut aller mettre des bombes thermonucléaires dans les calottes polaires pour libérer le dioxyde de carbone qui, dans les récits des années 90, est là en grande quantité, et pour tout d'un coup donner à Mars une atmosphère épaisse de dioxyde de carbone. Mais en fait, on a démontré maintenant que ça ne marche pas. Il faut faire table rase de ça. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de CO2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la pression à la surface de Mars, pour les astronautes et pour les plantes vertes? Alors, une autre idée, ce serait de dire, on va essayer de trouver, on va essayer d'apporter ce gaz. Oui, pourquoi pas? Alors, on peut faire le calcul. Ok, on va en prendre sur Terre. Je crois qu'on peut estimer qu'il faut 50 000 milliards de fusées Ariane pour amener du gaz, pour arriver à la pression suffisante. Ça ferait un sacré carnet de commandes, ça. Il ne serait pas mécontent, cher Arianespace. En fait, ça n'a aucun sens. C'est une planète. En kilogrammes, la quantité de gaz qu'il faut pour reconstituer une atmosphère épaisse, c'est incommensurable à l'échelle humaine. Donc ça, c'est pas possible. Alors on pourrait quand même le faire en étant astucieux. On va se dire, il suffit d'aller chercher des comètes. Là, toutes ces milliards de comètes qui sont en orbite autour du Soleil, à grande distance au-delà de Neptune, dans quelques centaines d'années, on aura des super technologies. On détourne les comètes, puis on bombarde Mars. En fait, tout ça est décrit dans des articles. En fait, ça ne marche pas parce que, d'une part, on ne sait pas du tout ce que fait une comète quand elle percute Mars. D'abord, les comètes, il n'y a pas tellement de gaz piégé là-dedans. Et en plus, quand on estime combien il faudrait de comètes de l'ordre de quelques kilomètres de diamètre, il faut environ 1 million. C'est quand même un travail considérable. Donc ça, on l'écarte. Alors, on revient sur Mars, on se dit, mais où est-ce qu'on peut trouver du gaz, quoi? Alors, une première possibilité, ce serait de dire, on peut en trouver dans certaines roches. Et effectivement, sur Terre, en fait, énormément du CO2, du dioxyde de carbone, est piégé sous forme de roches. On pense qu'autrefois sur la Terre, il y avait peut-être jusqu'à 50 atmosphères de dioxyde de carbone, mais tout s'est dissous dans l'eau liquide et a formé les roches calcaires, les roches carbonates, on dit en science. Toutes les falaises d'Étretat, si vous chauffez avec un gros chalumeau, ça libère du CO2. Prenez de la craie, on peut le faire, pour faire l'expérience. Ça libère du CO2, il faut chauffer fort, mais ça fonctionne. Faites-le pas directement sur les falaises. Faites-le sur des morceaux de craie. Il y a une réflexion actuelle. Malgré tout, ce serait compliqué, quoi. Si on trouvait sous la surface des énormes quantités, des falaises d'Étretat cachées, quand on calcule, c'est pareil. Comment les chauffer avec des chalumeaux, à nouveau des bombes thermonucléaires.
Il y a eu des calculs qui ont été faits, même dans les années 80. Et pareil, il faut des millions. Il faut creuser et il faut mettre en grande profondeur des millions de bombes thermonucléaires, les plus grosses qu'on ait, quoi. C'est quand même... Ça va être difficile. C'est un peu inconcevable. Ça va être difficile. C'est toujours des travaux à l'échelle planétaire, ça reste difficile. Moi, je m'interroge toujours sur le... Mais comme François, je pense sur l'intérêt d'aller sur Mars, et je pense toujours à une vieille nouvelle de Philippe Cadic, dans laquelle les humains quittent la Terre précipitamment. Je crois qu'il y a probablement un conflit nucléaire qui rend la Terre invivable. Ils prennent des fusées pour se réfugier sur Mars, et ils arrivent sur Mars, et là, ils découvrent qu'il y a des rampes de lancement qui sont orientées vers la Terre. Et en fait, ils découvrent en arrivant sur Mars qu'on est une espèce martienne qui est venue conquérir la Terre et qui après qui avait ruiné Mars et qui du coup comme ça ruine planète en planète. Donc je pense qu'il faudrait d'abord prendre soin de notre planète avant de... Il y a un aspect de cette histoire qui est pas si bête, hein, c'est que quand on réfléchit à la planète Mars il y a 4 milliards d'années, ou à l'époque où il y avait des lacs et des rivières, j'ai évoqué que à la même époque sur Terre, la vie est apparue. La vie est apparue vraiment il y a très longtemps sur Terre. Eh bien, sur Mars, à l'époque, il y avait les mêmes conditions, et on peut se poser la question de savoir si la vie est apparue ailleurs. Et on peut même se poser la question de savoir, sachant que Mars est plus petite, elle se refroidit plus vite, etc., peut-être que les conditions ont d'abord été favorables sur Mars. Or, il se trouve qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'impacts d'astéroïdes qui éjectaient des roches martiennes dans l'espace. Et ces roches qui se retrouvent dans l'espace, on calcule qu'il y a à peu près 20% qui retombent sur Terre. On retrouve souvent des météorites qui viennent de Mars, des cailloux de Mars qui ont été éjectés par des impacts. Et alors, on peut se poser la question, de manière pas du tout absurde, si la vie n'est pas d'abord apparue sur Mars, et cette vie martienne qui est venue finalement se développer sur la Terre. Mars a perdu sa capacité à héberger la vie, il n'y a plus d'eau liquide, mais sur la Terre, c'est resté. Donc on serait tous des Martiens. Votre avis, alors là, plus personnel précisément, sur l'éthique de tout ça, de ces idées de terraformation, c'est presque philosophique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux manières de voir, et c'est des discussions que j'ai eues avec aussi bien Chris Mackay qu'Edwin Kite, qui sont des gens historiquement qui portent ces idées-là avec grande sincérité et vraiment se disent c'est ça qu'il faut faire. Quels sont leurs arguments? Leurs arguments, c'est de dire l'écologie, c'est la défense de la vie. Il faut favoriser la vie, il faut la protéger, pourquoi pas la laisser se développer sur d'autres mondes, notamment Mars. Alors, ils ajoutent un point que je peux préciser tout de suite, c'est que si, pour une raison quelconque, de la vie existe encore sur Mars, pourquoi pas? J'ai dit que peut-être qu'il y a quelques milliards d'années, quand la vie est apparue sur Terre, il y avait de l'eau liquide sur Mars, donc la vie a pu apparaître. Il est possible que ce soit réfugié en profondeur. Quand on fait des calculs, on n'arrive pas à le trouver encore par observation. Mais on pense qu'il y a à quelques milliers de mètres de profondeur sur Mars, des nappes aquifères avec de l'eau liquide en profondeur. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, de glace à la surface, avec le flux géothermique, de la même manière que sur Terre, quand on va en profondeur, il fait plus chaud. Sur Mars, c'est pareil. Il y a une profondeur à laquelle il y a peut-être de l'eau liquide. Sur Terre, à quelques millimètres de profondeur, là, il y a de l'eau liquide, il y a des bactéries. Il y a toute une biosphère souterraine qui est extraordinaire sur Terre et qu'on étudie de plus en plus. Peut-être qu'il y a la même chose sur Mars. Mais s'il n'y a pas de vie sur Mars, eux pensent non, à ce moment-là, c'est une planète qui hébergera la vie, même transformée, c'est une planète mieux, pour faire un argument simple, c'est mieux que si elle est morte, s'il n'y a rien du tout dessus, si elle est stérile. Et j'avoue que moi, je suis plutôt dans une autre école, qui est que la nature, même si elle héberge pas la vie, les bactéries, je ne sais quoi, a sa propre beauté, et là c'est une espèce de philosophie, chacun met le curseur où il veut, mais moi je trouve que la nature telle qu'elle est mérite d'être préservée, ça me semble plus moderne d'ailleurs, une préservation presque intégrale. Alors ça n'empêche pas d'explorer, mais je pense que c'est important de protéger ces paysages, cette planète telle qu'elle est, comment elle fonctionne naturellement. Donc pour moi, la terraformation est quelque chose d'absurde éthiquement. En fait, si on trouve la vie où que ce soit dans le système solaire, ça voudrait dire que la vie est quelque chose qui est apparu forcément partout, de manière très facile. Pour moi, c'est la question aujourd'hui, une question fondamentale qui se pose en science, c'est est-ce que la vie est quelque chose d'unique ou quelque chose de multiple? Et à partir du moment où on a un deuxième exemple, ça voudrait dire qu'il y en a partout forcément. Et du coup, je pense que quoi qu'il arrive, il faudrait se laisser la chance de pouvoir vérifier sur Mars si oui ou non la vie a pu exister un jour et
ce serait vraiment dommage de s'enlever cette chance-là. On n'a pas le moindre indice, on ne peut pas mener l'enquête scientifique sur comment on passe du non-vivant au vivant. On ne sait pas si ça arrive systématiquement ou ça arrive une fois sur 1000 milliards. On ne sait pas. On ne sait pas si un miracle fait que c'est apparu sur Terre. Des fois, on a envie de se dire « Oh, ce serait quand même incroyable qu'on soit comme par hasard sur la planète qui a marché. » Non, c'est pas un hasard. Par définition, même si la Terre est totalement exceptionnelle dans toutes les galaxies du coin, on observe le monde à partir de cette planète qui a fonctionné. Elle est peut-être exceptionnelle. Et Mars peut nous permettre de mener l'enquête sur le fait que est-ce que la Terre est exceptionnelle ou pas. Et de ce point de vue-là, et de plein de points de vue en géophysique, en climatologie, tout ce que vous voulez, c'est un trésor scientifique qu'il faut aussi préserver car on ne sait pas ce qu'on saura faire dans quelques milliers d'années, tout simplement. Merci beaucoup, François Forget, pour toutes ces explications. C'était passionnant. Je rappelle la sortie du livre auquel vous avez collaboré, le grand livre de l'exobiologie. C'est chez Belin Éducation. Tristan Vey, on se retrouve très vite, la semaine prochaine, pour un prochain numéro de Planétarium.